Les bras minces de la jeune fille pendaient comme des brindilles. Elle a du mal à respirer. Donnez-lui de l'eau. Une voix indignée retentit. L'homme, propriétaire de la voix, la regarde avec intérêt, mettant une gourde d'eau à la petite fille. Une minute plus tard, elle ouvre les yeux et un quart d'heure plus tard, enveloppée dans le manteau du comte français, elle le suit. En 1698, Aïcha devient l'esclave d'un sujet du roi de France. Elle est vendue au centre de Constantinople pour 1002 livres. La petite circassienne grandit dans le palais de son père sans connaître le chagrin. Mais les Turcs pillèrent cette belle et riche demeure, et tous ceux qui l'habitaient furent mis en vente. Aïcha se retrouve à Istanbul, où les filles sont rapidement achetées. Les plus belles pouvaient aller à Topkapi, la résidence du sultan, tandis que les autres étaient choisies comme des servantes par des acheteurs moins riches. Depuis 1692, l'ambassadeur de France auprès de l'Empire ottoman est le comte Charles de Ferriol. Il avait 40 ans, parlait très bien le turc, connaissait bien les coutumes du pays, mais ne parvenait pas à s'y habituer complètement. Pour lui, qui avait été élevé dans des conditions très différentes, il était insensé que des personnes vivantes puissent être vendues et achetées. Néanmoins, en 1698, il acheta lui-même une petite esclave. La chose s'est faite presque par hasard. Les esclaves attendaient au soleil, l'une d'entre elles s'est évanouie, Ferriol l'a remarqué et a fait un achat spontané. Ayant déjà ramené Aïcha à la maison, elle se présenta ainsi, le comte se demanda ce qu'il devait faire d'elle. L'enfant n'a pas plus de 4 ans. Le comte devait bientôt se rendre dans son pays d'origine. C'est alors que naquit un projet. Pourquoi ne pas emmener la circassienne en France ? Il y aurait assez de place pour eux tous dans la maison de la belle-fille du comte. C'est ainsi qu'Aïcha se retrouve à Paris, chez Marie-Angélique de Tenson. Aïcha est élevée sur un pied d'égalité avec les enfants de Madame de Tenson, sans que rien ne l'opprime. Elle apprend rapidement la langue, le cerveau d'un enfant absorbe les nouvelles informations comme une éponge. Elle apprend rapidement les règles de l'étiquette française, saisit facilement les sciences que lui enseignent ses professeurs. Sensible, mobile, très douée, écrit Marie-Angélique, le comte, à Constantinople. L'envoyé est un homme de servitude. Il repart pour la capitale de l'Empire ottoman et ne revient chez lui que 10 ans plus tard. Et il a ahuri. Charlotte Aise, c'est ainsi que s'appelle la circassienne qui a déjà eu le temps de changer de foi, est devenue une jeune fille épanouie, charmante, gracieuse et aux manières impeccables. Elle aurait pu être le plus beau fleuron de la cour de France. À 16 ans, il est temps de présenter une fille au roi. L'arrivée de Charlotte Aise à Versailles peut être qualifiée de triomphale. Elle descend du carrosse dans une robe de satin d'un rose délicat, avec une mousse de dentelle au niveau du corsage. Ses cheveux étaient relevés et une seule boucle descendait coquettement sur son épaule. Quel plaisir de voir ses joues rougir. Comme ses dents nacrées semblaient d'une blancheur immaculée. Le destin inhabituel de la jeune fille attire les regards sur elle. L'esclave d'un comte français, qui avait l'air d'un véritable aristocrate. Mais Ferriol est triste et désemparé. Je ne sais que faire de toi, avoue le comte. Je voulais faire de toi mon amante ou ma fille. Mais mes sentiments sont très difficiles à partager. Ferriol était malade, et Charlotte Aise, en remerciement de tout ce qui avait été fait pour elle, résolut de devenir la nourrice du comte. Elle le restera jusqu'à la mort du comte en 1722. Ferriol prend soin de son esclave et lui laisse une rente de 4000 livres. Cette somme ne peut être considérée comme une grande fortune, mais au moins Charlotte dispose elle d'un capital de départ. Un autre de ses trésors reste une beauté hors du commun. Elle est courtisée par les personnes les plus nobles du royaume, y compris le grand régent, Philippe II d'Orléans. Les historiens assurent que c'est justement à lui que la circassienne s'est refusée. Mais elle tomba follement amoureuse d'un chevalier maltais, Blaise Marie d'Edy. À cette époque, Charlotte est incroyablement populaire. Notre nymphe circassienne, écrit élégamment Voltaire à son sujet. Elle fréquente les salons littéraires et devient un précurseur. Elle sait plaisanter subtilement et devient célèbre pour ses lettres brillantes et intéressantes. Et son cœur ne battait plus que lorsqu'elle était avec un chevalier. Qui, par hasard, avait fait vœu de célibat. Elle prend peur lorsqu'elle apprend qu'elle attend un enfant. Céline Leblond devient le secret de Charlotte Aise. La jeune fille est élevée loin de la capitale, même si sa mère lui rend régulièrement visite. À cette époque,
Les nobles dames cachent souvent leurs bâtards. Céline n'apprend que la belle circassienne est sa mère qu'en l'absence de Charlotte. La fille esclave du comte français meurt en 1733, avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans. À l'honneur du chevalier, il prit soin de sa fille, lui laissa un héritage et entretint des relations étroites avec elle. Et la curieuse histoire de la circassienne a été restituée par ses lettres en 1787. C'est alors qu'elles ont été publiées, avec quelques notes de l'éditeur. Charlotte Hesse a écrit ses lettres à son amie Julie Calandrini. Le chevalier Blaise Marie d'Edy est mort en 1761. Merci d'avoir regardé.